Le bateau de pêche que l'on regarde actuellement est chinois. Il se trouve au large des îles Senkaku, en mer de Chine orientale, et il s'apprête à faire quelque chose qui va déclencher un conflit diplomatique entre la Chine et le Japon. Ce chalutier vient tout simplement de percuter un autre navire appartenant aux gardes-côtes japonais. Quelques minutes après cet accident, son capitaine est arrêté par les autorités japonaises. La Chine demande sa libération à plusieurs reprises, mais le Japon refuse. Alors, Pékin va prendre une décision inédite, suspendre les exportations de terres rares vers Tokyo. À l'époque, la Chine a la main mise sur ce marché petit mais essentiel pour l'activité économique du Japon, car il est nécessaire, entre autres, au développement des technologies de pointe. Sous pression, Tokyo libère alors le capitaine du chalutier. Les semaines passent, les tensions se calment et les terres rares disparaissent progressivement des esprits. Jusqu'à cette année. Ukraine, they have very valuable rare earth. We want what we put up. I want to have security of rare earth. We're putting in hundreds of billions of dollars. They have great rare earth and I want security of the rare earth. En 2025, Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche et il a fait des terres rares l'une de ses priorités. Le président américain a ciblé ses nouveaux marchés, l'Ukraine, le Canada et le Groenland. Mais les terres rares, c'est quoi exactement? Pourquoi tout le monde cherche à en avoir? Et c'est quoi l'enjeu autour? On va tenter d'y voir un peu plus clair. Avant d'expliquer pourquoi Donald Trump tient tant que ça à avoir des terres rares, il faut expliquer ce qu'elles sont. Les terres rares, contrairement à ce que leur nom indique, ne sont ni des terres ni particulièrement rares. C'est un terme traduit approximativement de l'anglais Rare Earth Elements, comprenez des éléments rares sur Terre. Il s'agit d'une famille de métaux, composée de 15 éléments, la famille des lanthanides, et de 2 autres éléments, l'yttrium et le scandium. Ces noms, ils ne vous disent peut-être rien du tout, mais vous ne pouvez pas vous en passer. Parce que les terres rares, ou matériaux stratégiques, c'est leur autre nom, on les retrouve absolument partout, et chaque être humain en utilise indirectement quelques grammes par an. Par exemple, sans terres rares, l'écran tactile de votre téléphone ne fonctionnerait pas. Elles sont en plus essentielles à la transition énergétique et aux industries de pointe, et elles servent à la production de moteurs d'éoliennes, de robots, de moteurs de voitures électriques et hybrides, d'ampoules basse consommation, de machines d'imagerie médicale et de missiles. En bref, tout ce qui tourne ou avance aujourd'hui sans essence ou un quelconque combustible y arrive grâce à ces matériaux. Ce qui est très intéressant avec les terres rares, c'est qu'elles ne le sont pas du tout. Ça, je l'ai déjà dit. On pourrait en miner dans son propre jardin avec suffisamment de temps et de détermination. Mais ça demanderait beaucoup trop de ressources, car leur extraction est extrêmement coûteuse et compliquée. En fait, il faudrait dans un premier temps analyser les sols, y percer des trous profonds de plusieurs mètres pour voir si on y trouve ce qui nous intéresse. C'est ce qu'on appelle faire du carottage. Ensuite, s'il y a des traces de métaux dans notre sol, on peut alors en prendre une partie et suivre un nombre incalculable d'étapes pour nettoyer, purifier et séparer nos terres rares des autres minéraux auxquels ils s'adossent. Parce que oui, ils ne sont pas indépendants dans nos sols, ils se collent à d'autres minéraux, comme le fer par exemple. En plus, certains matériaux stratégiques, comme le thorium, contiennent des éléments radioactifs. Il faut donc s'en débarrasser, ce qui est encore plus cher, difficile et dangereux. Une fois toutes ces étapes réalisées, félicitations, vous avez vos terres rares. En très petite quantité. Vous l'aurez compris, en théorie, on pourrait extraire ses propres terres rares. Mais en pratique, ce ne serait absolument pas rentable. Du coup, il y a bien une chose qui est rare avec ces matériaux, c'est lorsqu'ils sont disponibles en grande quantité d'un seul coup. Voici une carte avec les pays qui disposent de réserves de terres rares ou en produisent. Des mines de terres rares, il y en a plusieurs dizaines dans le monde, au Brésil, au Vietnam, en Birmanie, en Australie, aux États-Unis et surtout en Chine. Depuis plusieurs décennies, Pékin a une hégémonie sur le marché des terres rares, ce qui pourrait poser problème aujourd'hui. Pour savoir comment la Chine en est arrivée là aujourd'hui, il me semble important de faire un rapide cours d'histoire. À l'origine, les terres rares sont plutôt du domaine de l'Europe. Elles ont été découvertes en 1787 près de Stockholm en Suède par le minéralogiste amateur suédois et lieutenant d'artillerie
Karl Axel Arrhenius. Il visite les carrières de feldspath d'Ytterby lorsqu'il découvre un minéral noir. Il le nomme ytterbite, qui deviendra par la suite l'ytterbium. Puis, en 1803, le cérium, une autre terre rare, est identifié en Allemagne par le chimiste Martin Heinrich Klaproth et en Suède par ses homologues Jöns Jacob Berzelius et Wilhelm Isinger. Au fil des décennies, plusieurs gisements sont découverts à travers le monde, en Inde ou au Brésil par exemple. La Chine découvre, elle, son plus gros gisement, celui de Bayanobo, en 1927. Le truc, c'est que pendant très longtemps, on n'a pas trop su quoi faire de ces terres rares. Mais tout a changé à partir des années 1980 avec le développement des industries de pointe et des technologies vertes. À ce moment-là, les États-Unis sont le principal producteur de terres rares, avec plus de 60% de la production mondiale. Mais pour des raisons écologiques, les pays développés décident d'abandonner progressivement leurs exploitations et laissent la responsabilité de la production à des pays en développement. C'est là que la Chine apparaît. Entre 1978 et 1989, la production chinoise s'accroît de 40% par an et la production mondiale s'envole avec. En 50 ans, elle a été multipliée par 8. Et sur ce marché, la Chine se taille la part du lion. En 2010, elle est en situation de monopole, puisqu'elle représente 97% de l'ensemble de la production mondiale. Mais cette année-là, Pékin décide de sanctions et de restrictions sur les terres rares à l'encontre du Japon. Et ça va alerter plusieurs pays dans le monde, dont les États-Unis, qui réalisent une chose. La Chine, leur plus grand ennemi commercial, décide des prix sur l'intégralité d'un marché qui se développe de plus en plus et dont on peut de moins en moins se passer. La Chine est en mesure d'imposer ses prix aux États-Unis dans un domaine indispensable, notamment pour son armée. Par exemple, pour construire un seul F-35, l'un des avions de chasse les plus performants au monde, il faut au moins 400 kg de terres rares. Forcément, aux États-Unis, être dépendant de la Chine au point de voir son armée potentiellement affaiblie, ça ne plaît pas, mais alors, pas du tout. Et donc, pour contrer ce monopole, Washington relance sa mine de Mountain Pass qui servait à la production de terres rares avant les années 1980, et ce, après avoir failli la vendre à Pékin. Cette prise de conscience américaine sur le sujet des terres rares nous amène à aujourd'hui. We need the rare earth, and we have some here, but we don't have enough. Our economy is very strong, and we need a lot of things that, in some cases, we don't have here. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est mis à chercher des terres rares un peu partout. Il a d'abord commencé par l'Ukraine. They have tremendously valuable land in terms of rare earth, in terms of oil and gas, in terms of other things. I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars, and you know, they may make a deal, they may not make a deal, they may be Russian someday or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money in there, and I say I want it back. And I told them that I want the equivalent, like $500 billion worth of rare earth, and they've essentially agreed to do that. So at least we don't feel stupid, otherwise we're stupid. Donald Trump envisage un deal avec l'Ukraine. Il veut en tirer 500 milliards de dollars en contrepartie de l'aide apportée par les États-Unis depuis le début de l'invasion russe en 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky refuse pour l'instant les conditions de cet accord qu'il trouve très défavorable. Bon, il y a eu un gros changement pendant que j'étais sur le montage de cette vidéo puisque les États-Unis et l'Ukraine ont signé un accord économique qui concerne en partie les ressources naturelles du pays. Grâce à cet accord, les États-Unis peuvent financer des projets d'extraction minière, pétrolière et gazière et ainsi avoir accès à certaines des ressources naturelles ukrainiennes, même si l'Ukraine semble conserver le contrôle et la propriété de ces ressources. Mais au-delà de ces batailles de chiffres et de conditions, le sujet des terres rares en Ukraine est plus compliqué qu'il n'y paraît. En tout cas, il est peu probable qu'il y en ait pour 500 milliards de dollars dans le sol ukrainien. Premièrement, parce que la valeur globale du marché des terres rares est de 15 milliards de dollars par an. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a aucune garantie de trouver ces matériaux en grande quantité dans le sol ukrainien. Regardez plutôt, ça, c'est l'Ukraine. Et les taches qui apparaissent, ce sont les zones où il y a des terres rares en assez grande quantité. Il y en a peu, probablement pas assez pour atteindre les 500 milliards. Et certaines sont difficiles d'accès, puisque plusieurs gisements majeurs sont actuellement situés sur des territoires occupés par l'armée russe, dans la région de Donetsk par exemple. Rajoutez à cela le fait que l'Ukraine n'a à ce jour ouvert aucune mine pour exploiter ces matériaux, il faudrait peut-être rajouter d'autres minerais comme le titane ou l'uranium pour satisfaire les États-Unis, mais pas sûr que cela soit envisageable.
Alors, Donald Trump a un autre territoire en tête pour assouvir sa soif de terres rares, le Groenland. We need Greenland for national security and international security. So I think we'll go as far as we have to go. We need Greenland. And the world needs us to have Greenland, including Denmark. Denmark has to have us have Greenland. And, we'll see what happens. But if we don't have Greenland, we can't have great international security. If you look at the ships outside of Greenland, China, Russia, places that we have to be there. If we're not there, we can't have national or international security. So I view it from a security standpoint, we have to. La raison principale évoquée par Donald Trump pour justifier son intérêt pour le Groenland, un territoire appartenant au Danemark, est donc la sécurité nationale. Mais il n'y a pas que ça. Le Groenland possède des réserves importantes de ressources naturelles. On trouve dans son sol du pétrole, du gaz et des terres rares. Cette carte montre les zones du Groenland dans lesquelles on a identifié des traces de terres rares. 9 gisements ont été découverts, dont 2 parmi les plus importants du monde. Les sols du Groenland contiendraient plus de 36 millions de tonnes de terres rares, selon le service géologique du Danemark et du Groenland. Ils abriteraient entre 12 et 25% des réserves totales de la planète. Forcément, un tel stock de métaux stratégiques, ça attire les convoitises de beaucoup de monde. En 20 ans, le nombre de licences minières a été multiplié par 5, passant de 19 à 100. Pourtant, forer au Groenland, ce n'est pas aussi simple que ce que l'on pourrait penser. Parce que où forer? On a la réponse. Mais comment forer et avec qui? C'est encore une grande inconnue. 90% of the risk that mining companies perceive is related to geological risk. Lui, c'est Paul Hurer. Jusqu'en 2022, il travaillait au Bureau américain des ressources énergétiques et il était notamment chargé du programme sur les ressources minérales, donc il s'y connaît en forage et en terres rares. Et d'après lui, c'est très compliqué de tirer profit du sol du Groenland pour plusieurs choses. With respect to Greenland, particularly, its remoteness to infrastructure, like power plants and deep water ports. For mining operations, it's water. So one can have a world-class mine, but not have the water in order to actually sustainably develop it. And then issues like labor. There's just no inhabitants nearby, and one will need like 300 workers or 600 workers. So where does all that come from? Sur le sujet du Groenland, Donald Trump se heurte en plus au Danemark, qui refuse toute négociation, et devrait aussi faire face à la concurrence d'un troisième acteur qui a tout autant besoin de métaux stratégiques que les autres, l'Europe. Entre la Chine et les États-Unis, il y a une question. Comment est-ce que l'on fait, nous, l'Union européenne, la France, pour ne pas être dépendant de l'un de ces deux blocs commerciaux et avoir une production en terres rares un minimum indépendante? Parce qu'actuellement, l'Union européenne ne dispose de rien, ou alors de pas grand-chose. Elle dépend à 100% d'autres puissances sur l'extraction et le traitement des terres rares. Et donc, comme les États-Unis, elle vise les ressources présentes en Ukraine et au Groenland. Mais elle prospecte aussi à d'autres endroits du globe, comme en Asie centrale. En marge de la COP27 en novembre 2022, l'Union européenne a signé un accord de partenariat avec le Kazakhstan. Et peut-être bien qu'elle a eu le nez creux. Juste avant le premier sommet entre l'Union européenne et l'Asie centrale, qui a eu lieu début avril, le Kazakhstan a annoncé la découverte d'un important gisement de terres rares, avec des réserves potentielles de 20 millions de tonnes. La création d'un couloir stratégique entre le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, un autre pays disposant de ressources en terres rares, et l'Union européenne est désormais en discussion et doit maintenant permettre d'exploiter ces ressources récemment découvertes. En plus de diversifier ses partenaires, l'Union européenne envisage aussi d'être autosuffisante. Pour sécuriser ses approvisionnements et garantir son indépendance, la Commission européenne a dévoilé une liste de 47 projets stratégiques pour mieux exploiter les terres rares et les matériaux critiques en Europe, dont certains pour extraire de ces sols des matières premières. Une nécessité puisque la consommation de terres rares ne fait qu'augmenter alors qu'elles vont se raréfier. Selon les calculs de l'Université de Louvain, l'Union européenne aura besoin de 26 fois plus de terres rares qu'aujourd'hui pour assurer la neutralité carbone promise pour 2050. Mais vu l'ampleur des chantiers, ces projets risquent de prendre du temps à voir le jour. Peut-être qu'ils émergeront dans une dizaine d'années. En attendant, la Chine possède avec ses terres rares un moyen de pression disponible immédiatement sur les économies occidentales. Et elle n'aura visiblement aucun scrupule à s'en servir, comme avec le Japon en 2010. Début avril, Donald Trump a fait exploser les droits de douane à l'encontre de la Chine, portant la taxe sur les importations chinoises à 145%.
Pékin a répondu en imposant des restrictions à l'exportation de terres rares. Une décision qui ne concerne pas uniquement les exportations vers les États-Unis, mais vers tous les autres pays, et qui permet à la Chine de montrer comment elle peut mettre sous pression le bloc occidental en très peu de temps.